Comment considérer ces problèmes-là si on est dans une logique universaliste? Ces personnes, je veux dire, c'est une députée inconnue. Parce que, à l'inverse, on s'inscrit dans la tradition de la gauche française en disant c'est des menaces de viol et de meurtre qu'on subit. Est-ce que l'immigration fait pas partie finalement de cette identité française? que vous soyez né ici ou non, le patrimoine national vous est offert en héritage. Je vais te violer avec ma bite de femme. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Œil pour Œil. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Anicia, féministe radicale, qui va aujourd'hui nous expliquer son activisme. Bonjour Anicia et merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir, merci de me recevoir. D'accord. Premièrement, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer de quel féminisme est-ce que tu représentes? Je suis entrée dans l'activisme féminisme il y a environ 4-5 ans, aux côtés de collectifs féministes qui au départ étaient ouverts et donc pas spécialement marqués par un mouvement féministe ou un autre. Et puis je pense que j'ai toujours été féministe radicale. Et justement, qu'est-ce que c'est le féminisme radical? Le féminisme radical, c'est un féminisme des femmes pour les femmes. Radical, ça veut dire qu'on prend les choses à la racine. Et donc le féminisme radical, il se concentre vraiment sur les femmes, sur le sexe féminin. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous associez la pornographie à la prostitution, là où les actrices peuvent ressentir un sentiment de liberté dans leur activité. On peut parler de pornographie et de prostitution. Pour la pornographie, pour une raison très simple, c'est de l'étymologie. Pornographie, graphie c'est l'enregistrement, porné c'est la prostituée. La pornographie, c'est l'enregistrement d'un acte de prostitution. C'est l'enregistrement d'une personne prostituée. C'est l'enregistrement aujourd'hui, c'est quelque chose de... C'est sous forme de vidéo, mais ça a plus ou moins toujours existé sous forme d'écrit, et puis en photo, et puis même en peinture. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup existé. Moi, en tant que féministe radicale, je me bats contre la prostitution, pour l'abolition de la prostitution. Et pourquoi ? Parce que je considère que les femmes ne sont pas à vendre, que les hommes ne peuvent pas avoir le droit, en l'échange d'un billet, de pénétrer les femmes par tous les orifices possibles. Et lorsqu'elles le veulent? La prostitution, c'est un sujet extrêmement clivant. Moi, je présente souvent les choses de cette façon parce que j'aime bien parler de moi. La première fois qu'on m'a demandé c'est combien dans la rue, j'étais mineure. Les 2 fois suivantes aussi. Et en fait, on sait que l'âge d'entrée dans la prostitution en France, c'est entre 13 et 14 ans. Donc la prostitution, c'est pas une affaire de femmes libres. La prostitution, c'est une affaire d'enfants en premier lieu. Et les femmes qui continuent d'exercer dans la prostitution, elles disent quasi toutes, mais quand je dis quasi toutes, c'est quasi toutes, elles disent qu'elles ont subi des violences sexuelles dans leur enfance. La pornographie, c'est quand même une industrie plus encadrée que la prostitution. J'aimerais donc savoir quelle est votre considération face à cela. Je vous recommande de regarder le film d'Ovidie Pornocratie. Donc Ovidie étant une actrice et réalisatrice de porno dit féministe, c'est un terme que moi je n'accepte pas. Et donc même si elle est pro-porno, elle a réalisé un travail monstre sur la pornocratie, donc le pouvoir autour de l'industrie de la pornographie. Elle est arrivée, après une longue enquête, à la conclusion qui est celle-ci, c'est qu'on ne sait pas qui est derrière les manettes de la plus grande plateforme de tube, là, qui est Pornhub. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils payent leurs impôts, donc en fait, ça paraît pas si contrôlé que ça. Les grosses plateformes que sont Pornhub et compagnie, elles sont toutes les semaines dorénavant épinglées parce qu'elles ont tendance à laisser des personnes chargées sur la plateforme des vidéos qui sont des vidéos de viol de mineurs. Des témoignages de personnes qui vous disent je me suis retrouvée sur Pornhub alors que j'étais mineure, que ce qui s'est passé c'est un viol et que des millions de personnes ont vu mon viol et que Pornhub ne fait rien. Il y en a de plus en plus, et quand je dis de plus en plus, moi j'en vois 3 fois par semaine qui passent des nouveaux témoignages sur mes réseaux de radicales féministes. Donc c'est pas si encadré que ça, non. Je crois pas qu'on peut se dire. Est-ce qu'on peut dire que votre mouvement stigmatise les prostituées? Je comprends qu'on nous fasse ce reproche-là, parce que malheureusement, comme on se bat contre la prostitution, on est assimilé à un mouvement puritain, anti-sexe. C'est complètement faux.
On n'est pas du tout anti-sexe, bien au contraire. On est pour un sexe désiré, pour des relations sexuelles qui sont consenties et désirées. Le désir est au centre de toute notre conception de la sexualité. Et les personnes prostituées, on ne les stigmatise à mon avis pas, on a plutôt tendance à les écouter, à écouter les personnes survivantes de la prostitution qui ont beaucoup de choses à nous dire. Et on les soutient autant qu'on peut et on essaie de mener le combat qu'on mène avec elles. Est-ce que tu veux bien nous définir ce que c'est le sexe féminin? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculation autour de ça, avec le mouvement LGBT. J'insiste sur le T parce que la transidentité, c'est un vrai sujet dans votre mouvement. Donc est-ce que tu veux bien développer ce point-là, s'il te plaît? C'est les organes génitaux, c'est un certain nombre de choses qui sont inscrites dans le cariotype, dans l'ADN d'une personne et qui font que quand on naît, la plupart des personnes naissent avec un sexe masculin ou un sexe féminin qui est observé à la naissance et généralement les organes génitaux induisent à la puberté un développement qui fait que quand une fille devient femme, elle va surtout a priori pouvoir tomber enceinte et donc accoucher Et du coup, quelle est la place des femmes trans au sein de votre mouvement? Est-ce qu'elles ont le droit de militer avec vous? Et comment est-ce que vous les considérez au quotidien? Une femme trans, c'est une personne qui est née avec un sexe masculin et qui ensuite a souhaité changer de genre ou de sexe selon parfois les deux, de plus en plus simplement de genre. Pour celles qui se considèrent comme femmes, pas comme hommes nés hommes. Les femmes, on peut se considérer ce qu'on veut, mais il ne s'agit pas juste de se considérer, on ne choisit pas qui on est. De la même façon que moi je peux pas considérer que je fais 50 kg et 1m80, je fais pas 50 kg et 1m80 et même si je considérais que je faisais 50 kg et 1m80, ce serait pas vrai et ce serait pas vrai pour les personnes qui me voient, ce serait pas vrai pour les personnes que je fréquente. D'accord. J'ai pu voir que tu étais colleuse, donc j'aimerais savoir à quoi servent tes collages et en quoi ça consiste et le mouvement, comment considèrent les hommes ton mouvement? Alors le mouvement des collages, il est extrêmement large, très varié. Il a été lancé à Paris il y a un peu plus d'1 an par Marguerite Stern, qui a découvert ce mode d'activisme qui est un magnifique mode d'action parce que ça permet de mettre sur la voie publique nos revendications ou en tout cas nos plaintes s'agissant en premier lieu des féminicides, donc des violences faites aux femmes dans le cadre généralement du couple, donc les violences conjugales qui arrivent généralement, beaucoup trop souvent à des féminicides. Donc en 2019, par exemple, il y a plus de 150 femmes qui ont été tuées par leur compagnon ou par leur ex en France, un chiffre énorme. Et donc le mouvement, il a été créé pour ça. Et l'idée de Marguerite, ça a été de dire, moi j'ai découvert un mode d'expression, un mode d'activisme, je vais le transmettre à un maximum de personnes, un maximum de femmes, parce que agir dans la rue, c'est vraiment c'est une autre façon que découvrir des choses sur les réseaux sociaux ou de documenter en lisant des ouvrages, c'est vraiment prendre part à la lutte. Et en plus, il y a une autre dimension dans les collages, c'est qu'on colle dans la rue, dans l'espace public. Généralement, on le fait le soir. Et donc, on a une bande de femmes, de filles qui se réapproprient l'espace public, un espace dans lequel elles sont a priori pas les bienvenues, en tout cas à ces heures-ci. D'accord. Et du coup, à la place des hommes dans votre mouvement, est-ce que vous êtes inclusive à leur égard ou ils n'ont pas à être féministes selon vous? Ça dépend Donc, Marguerite a lancé le mouvement. Ça a été repris très largement par plein de groupes. Maintenant, ça existe dans plein de villes de France, également à l'étranger. Après, entre le dire et agir, il y a une différence. Moi, en tant que féministe, même pas radicale, mais féministe activiste, parce que quand j'ai commencé, encore une fois, c'était pareil, c'est-à-dire sur le féminicide également. C'est des sujets qui sont pas du tout clivants, a priori. L'idée de le faire entre femmes, ça apporte une dimension vraiment différente que si on le faisait avec des hommes. On le sait, et ça c'est des choses qui sont documentées, sourcées par plein d'études,
que les femmes n'ont pas le même comportement, n'ont pas la même prise de parole quand il y a un homme au sein de leur groupe. Et à titre personnel, je colle qu'avec des femmes. Et je colle donc avec des femmes qui ne sont pas des femmes trans, pour la simple raison que je considère que le combat des femmes trans est un combat, et des personnes trans de manière générale, est un combat plutôt noble, quand il n'interfère pas avec nos propres ambitions féministes. Mais je considère que ce n'est pas un combat féministe. J'aimerais savoir pourquoi, peut-être appuyer sur ce point, parce que c'est vrai que vous êtes souvent au sein de votre mouvement accusé de transphobie. C'est par exemple le cas de l'auteur d'Harry Potter, donc J.K. Rowling. L'autrice. Voilà, l'auteur, je dis ça, donc c'est un point de vue langage, on peut s'exprimer comme on veut, je le pense, après... Voilà. Mais du coup, elle est accusée de transphobie. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Est-ce que ça vous blesse quand on vous traite de transphobe? Je vais reprendre point par point si ça vous va. J.K. Rowling, donc auteure-autrice d'Harry Potter, donc personne extrêmement connue, qui récemment est intervenue sur Twitter, donc sur ses réseaux sociaux, pour prendre la défense des féministes radicales, notamment d'une féministe qui a été licenciée de son emploi pour avoir dit que les femmes trans n'étaient pas des femmes. Ça a été la cause de son licenciement. Ce qui peut être très blessant pour les personnes Ce qui peut être très blessant, de la même façon que ça peut être très blessant de dire à une personne chrétienne que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. C'est un autre sujet, enfin c'est totalement c'est pas forcément un autre sujet. En réalité, c'est une question de le problème de la transidentité et le problème de l'identité des femmes trans. Les personnes qui se revendiquent comme des femmes trans nous expliquent qu'elles sont femmes trans parce que c'est un ressenti intime, c'est quelque chose de très intime qui est de l'ordre du ressenti. Alors, moi je veux bien, mais le ressenti c'est pas suffisant pour que le monde entier suive un ressenti. Et pour vous, ces personnes, elles sont atteintes de problèmes peut-être psychologiques. Quels sont... Alors, du coup, j'imagine que pour vous, il y a peut-être un problème puisque vous parlez de ressenti. Je me demande comment est-ce que vous considérez ce ressenti-là, s'il n'est pas finalement une vérité pour vous. Non, pour moi, c'est pas une vérité. Pour moi, c'est pas une vérité. C'est une vérité propre à chacun et chacune. Et je veux dire, je viens l'admettre, mais encore une fois, je fais le parallèle avec la religion parce que pour moi, on est sur le même ordre. J'ai pas de problème à ce que les gens croient ce qu'ils croient. J'ai un problème quand ils veulent absolument me l'imposer. Donc c'est et qu'ils veulent me l'imposer notamment pas pas nécessairement de l'imaginaire, non, je pense que c'est une réalité sociale chez ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement traditionnellement les femmes trans qui étaient ce qu'on appelait avant transsexuelles, c'est-à-dire qu'elles avaient quand même opéré des changements physiques et jusqu'à une stérilisation, c'est-à-dire un changement des organes génitaux. Une chirurgie de modification des organes génitaux. Dorénavant, et c'est même inscrit dans la loi, on n'est plus forcé de changer de sexe physiquement pour changer de sexe à l'état civil. Donc il y a une confusion entre le sexe et le genre qui est pas de mon fait, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'observe. Il y a une confusion entre le sexe et le genre qui malheureusement apporte des conséquences. Parce que nous, en tant que féministes radicales, qui avons un combat des femmes par les femmes pour les femmes, on demande à pouvoir se réunir entre nous pour discuter des sujets qui nous intéressent, qui nous concernent et qui concernent les femmes. Et dans ces réunions, on exclut notamment les hommes et les femmes trans parce qu'on considère que ce sont des hommes, mais on exclut également les personnes qui ne sont pas féministes radicales, qui ne sont pas suffisamment avisées pour entrer dans nos réunions. Et nous, en tant que féministes radicales, on comprend très bien que des personnes trans subissent des violences et on comprend très bien qu'elles aient besoin d'espace pour s'en protéger. On les encourage à créer leurs propres espaces. Bizarrement, elles veulent intégrer les nôtres. Et nous, on a quand même tendance à considérer que c'est une stratégie qui est souvent utilisée par les hommes qui veulent toujours intégrer nos espaces, qui refusent nos propres espaces. Et est-ce que ça vous blesse quand on vous dit que vous êtes transphobe et comment est-ce que vous pouvez vous en défendre? Parce que finalement, j'ai vraiment l'impression que vous incarnez cette incompréhension et que... J'ai un vrai problème avec les transactivistes qui ont largement tendance à menacer les femmes féministes qu'ils traitent de TERF,
qui est devenue une insulte. Juste, excusez-moi, c'est comme quand on parle de xénophobie, on sait qu'on n'a pas peur des étrangers, c'est qu'on ne les aime pas, qu'on ne les comprend pas. Donc, encore une fois, je suis pas certaine. C'est-à-dire que moi, je me considère pas comme transphobe, je me considère même pas comme TERF, parce que TERF, c'est l'acronyme de Trans, Radical, Exclusionary, Féministe. Vous excluez les trans, donc c'est... Les femmes trans, pas les hommes trans. Nous, quand on reprend l'acronyme, on dit PERF. Pénis, exclusionary, radical, féministe. On veut pas de pénis en nos seins. Et pourquoi avoir refusé de parler à un homme ? En réalité, j'aurais pu... Dans un débat féministe, je trouve que ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que je pense que j'ai rien à dire à un homme sur des questions féministes. Si je peux parler avec des hommes de questions féministes, s'il me pose des questions et qu'il accepte d'écouter mes réponses et qu'il veut bien apprendre, mais je crois pas que la parole d'un homme sur des questions de féministes ait autant de poids que la mienne, en tant que femme, en tant que féministe et féministe activiste. Je crois que ça n'aurait pas été un débat qui aurait eu du sens. Mais peut-être que c'est là que la différence peut se faire, passer le pas, le dialogue, peut-être avoir un échange qui va être constructif pour la personne que vous avez en face et finalement apprendre à cette personne ce que vous pensez connaître de vrai. Oui, mais bien sûr, il y a plein de façons d'apprendre les choses aux hommes. Discuter avec eux en est une, débattre avec eux, à mon avis, à mon stade de mon activisme, c'est un peu une perte de temps. Pourquoi ? Parce que dans mon expérience, ils cherchent plutôt à me mettre en difficulté, à trouver la faille. Ils ont envie de me convaincre, alors que c'est pas à eux de me convaincre, c'est à moi de les convaincre. C'est dans le sens que ça se passe. C'est un peu ce que je suis en train de faire, essayer de comprendre. Pour comprendre, il faut aussi déconstruire. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout une experte du sujet, donc du féminisme radical, et je pense pas être meilleure qu'un homme sur ce sujet-là et faire moins de fautes qu'un homme sur ce sujet-là. Donc, Mais je pense que vous vous trompez. Je pense qu'en tant que femme, votre parole elle est toujours légitime. Elle est toujours plus légitime que celle d'un homme sur les questions de féminisme. Et je dirais même toujours, parce que la parole des femmes, aujourd'hui, et ça c'est des chiffres que vous pourrez trouver un peu partout, je pense, les femmes ont beaucoup moins la parole que les hommes dans les médias. Dans les médias, là, je crois que c'est le CSA qui a rendu son étude sur 2019. Encore aujourd'hui, les femmes dans les médias ont beaucoup moins la parole que les hommes et elles ont encore moins la parole aux heures de grosse audience. Mais je crois que la parole des femmes est toujours plus légitime que la parole d'un homme sur les questions relatives aux droits des femmes. Justement, il y a des féministes et des femmes qui se battent pour pouvoir parler aux hommes, justement, pour pouvoir leur donner leurs idées, pouvoir construire tout simplement un cadre de débat serein. Et est-ce que vous ne pensez pas finalement déconstruire tout ça ? Mais pas du tout, je pense que c'est complémentaire en fait. Je pense que les démarches des femmes qui veulent débattre avec les hommes, ou en tout cas avoir des conversations avec des hommes, elles sont très intéressantes, notamment sur les questions de déconstruire les masculinités. Il y a une personne qui le fait très bien, qui est Victoire, si je ne veux pas écorcher son nom, mais je crois que c'est Victoire Tuaillon, qui présente le podcast Les couilles sur la table, qui est excellent, qui invite beaucoup d'hommes, en tout cas qui l'a beaucoup fait, je suis pas à jour de ces derniers épisodes. Il y a beaucoup de femmes qui font un travail comme ça, il y a beaucoup de femmes qui prennent la parole dans des lieux, dans des espaces où moi je le ferais pas. Je pense que tout ça c'est complémentaire. Mais je crois que ce que font la plupart des féministes libérales, je crois que c'est très important aussi. Je crois que progressivement, je vais vous donner un exemple précis. Les féministes libérales, elles agissent sur la question du physique, de la variété des femmes qu'on considère belles. Donc la question de la beauté des femmes, c'est une question centrale du féminisme. Les féminismes libérales vont vous dire toutes les femmes sont belles, on peut être grosse et belle, on peut être poilue et belle, on peut se maquiller ou ne pas se maquiller et on sera toujours belle. Et il faut vraiment aller dans l'idée qu'il n'y a pas une beauté, il y a des beautés, il y a une variété de beautés, et que le cliché de la femme blanche, mince, jeune et glabre et avec une forte poitrine, c'est pas du tout le seul modèle de beauté qui existe. Je pense que c'est un combat noble. Simplement, moi, en tant que féministe radicale, je vais plus loin. Je dis, on n'est pas là pour être belle.
Et c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout c'est pas du tout le même sens, c'est pas du tout le même propos sur le même sujet. Et je crois que pour le coup on est un peu en opposition, mais moi je pense que on a quand même besoin en tant que femme que des personnes qui sont les féministes libérales viennent apporter ce discours. Est-ce que vous pensez qu'il y a des points qui vous rassemblent aux féministes libérales ou pas du tout? Ah oui, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Parce que finalement, est-ce que vous pensez que c'est ce que le patriarcat attend, une catégorisation des types de féminisme et finalement une division au sein de ce combat qui est dans son essence même similaire? Similaire, oui, parce que si vous voulez, quand on débute, quand on met les pieds dans le combat féministe, le féminisme libéral, qui est celui qui vous donne le choix, c'est le plus accessible, c'est le plus facile. Donc évidemment que on s'y intéresse et en plus on s'y sent bien. Moi-même, je crois dans les valeurs du féminisme radical depuis longtemps. Il n'y a que depuis janvier dernier que je l'ai dit haut et fort. Parce que j'avais peur des stigmatisations, des stigmates que ça allait me porter. C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes moins présente dans les médias. C'est vrai que vous prenez du temps avant d'affirmer vos idées et c'est peut-être la raison pour laquelle on ne vous entend pas beaucoup peut-être sur la sphère médiatique. Non, c'est pas... Alors oui, c'est une des raisons, mais alors la raison pour laquelle on prend du temps, c'est parce qu'effectivement, on est insulté, menacé quand on ose se dire féministe radicale. Ça m'est arrivé donc quand moi j'ai pris la parole, j'ai été censurée sur un réseau social qui est Facebook, alors même que j'ai très peu de contacts sur Facebook et que mon activité elle est extrêmement réduite, mais d'oser dire sur un réseau social que, à notre avis, les femmes trans ne sont pas des femmes et que c'est pas bien grave, c'est suffisant pour, comme vous l'avez dit, être insulté de transphobe, de TERF, et ce qui vient toujours après TERF, c'est au bûcher, c'est je vais te violer avec ma bite de femme. C'est des menaces de viol et de meurtre qu'on subit. Et des femmes féministes radicales qui sont attaquées en manifestation parce qu'elles viennent avec des pancartes anti-prostitution, c'est aussi quelque chose qu'on observe. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on se cache, c'est parce qu'on a peur des représailles et elles sont concrètes. J'aimerais savoir ce que vous évoque la phrase suivante, trace tes contours. Donc trace tes contours, c'est un impératif de tracer tes contours, c'est ça? C'est ça. Ok, trace tes contours, ça m'évoque de ne pas hésiter à définir tes frontières, tes limites. Et du coup, moi, je recommande toujours d'aller plus loin, de sortir de ces zones de confort, comme je pense que vous le faites ici. D'accord, eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. J'invite toutes les personnes qui nous regardent à s'intéresser à tout ce que vous nous avez dit, vérifier les sources, les chiffres, et à bientôt pour un nouvel épisode d'Œil pour Œil. Salut à tous, c'est Mariama, la personne face à Anicia, la féministe radicale. J'espère d'abord que cette vidéo vous aura plu et merci de l'avoir visionnée en entier. Je tenais à apporter quelques précisions sur cette vidéo parce que c'est vrai qu'on y aborde des sujets assez sensibles, polémiques, comme la transidentité. Je tiens à dire que je ne suis pas une experte de ces questions-là et j'espère donc que mon manque de maîtrise de ces sujets n'aura heurté personne. Le but premier de cette vidéo était avant tout de rendre accessible au plus grand nombre des questions souvent jugées très complexes. J'aimerais maintenant apporter des informations supplémentaires sur le but du format Œil pour Œil. C'est donc un format de débat sur lequel j'accueille des personnalités aux idées affirmées, engagées. Mon rôle face à elles est d'essayer de relever des contradictions, des faiblesses que peuvent comporter leurs idéologies. Mon but premier n'est donc pas simplement de les interroger sur leurs idées, mais aussi d'avancer les miennes, sans pour autant les empêcher de s'exprimer. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Viol et de meurtre qu'on subit. Est-ce que l'immigration ne fait pas partie finalement de cette identité française? Que vous soyez né ici ou non, le patrimoine national vous est offert en héritage. C'est je vais te violer avec ma bite de femme.